pour fêter le 2e anniversaire de l'étagère, nous nous sommes rendus à l'Alliance française de Montpellier, où nous avons rencontré des stagiaires qui nous ont parlé de leurs œuvres d'art préférées. Il y a un mec qui, je crois, a pris quelque chose, peut-être champignon, peut-être un autre psychédélique. Alors Peko veut dire cornichon, mais il y a une autre signification en anglais aussi. D'accord. Et c'est pour dire quelque chose qui se passe pas comme prévu. Plein d'énergie, peut-être avec un peu de rage, oui. Mais en même temps, je pense que lui est tendre à l'intérieur. Mais ça y est, mais maintenant, oui. Je pense que c'est très intéressant parce que tu peux aussi voir le développement de la moderne femme. Et cette idée d'autodérision, c'est aujourd'hui, dans un monde plutôt cynique, on trouve ça assez drôle. Qu'on doit travailler ensemble, même si on a des grandes différences. Bonjour Mariella, on est ici à l'Alliance française de Montpellier. Oui, c'est vrai. D'abord, peut-être on peut dire d'où est-ce que tu viens? De quel pays? Je suis d'Allemagne, oui. D'accord, tu viens d'Allemagne, tu as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans, d'accord. Et alors, la question la plus importante, de quelle œuvre d'art vas-tu nous parler? De quel objet culturel? Aujourd'hui, je veux parler dans une série qui s'appelle The Nanny. Et ça a été très connu dans les années 1990. Alors, redis-moi le titre de la série, c'est The Nanny. The Nanny? Oui. Ok. Je crois pas que je connaisse. Ou alors peut-être, tu connais pas le titre en français peut-être? C'est une série de quel pays? C'est de l'États-Unis. D'accord. Je pense que c'est le même titre. Je ne sais pas. Ok, ouais, The Nanny, ok. Mais ça raconte l'histoire dans une jeune femme, elle s'appelle Fran Fine. Et par hasard, elle a devenu un travail comme un nanny pour un très riche producteur pour Broadway en New York City. D'accord, producteur, oui, ok, à New York, ok. Et je pense que c'est très intéressant parce que tu peux aussi voir le développement de la moderne femme parce que dans le passé, ce n'est pas très normal qu'une femme est ouverte et forte. Et je pense que c'est très intéressant. Spécialement aussi parce qu'elle est dans un environnement modeste et Maxwell Sheffield est une riche personne. D'accord. Et alors, quelle est l'actrice qui joue le personnage principal? C'est Fran Drescher. D'accord. Je la connais pas. Je connais pas toutes les séries. Et c'est quand la première fois que tu as vu cette série? Je pense... Tu l'as regardé à la télévision ou c'était déjà sur les ordinateurs? J'ai regardé dans les Amazon Prime. D'accord. Mais la première fois que j'ai vu sa série est déjà avant 10 années ou quelque chose. Mais j'ai toujours retourné dans sa série parce que c'est aussi très drôle, c'est comédie. Ok, alors oui, c'est ça.
on suit la vie de cette jeune femme qui va être une nanny. Alors si je traduis bien, en français, elle s'occupe des enfants du producteur, c'est ça? Oui. C'est un peu la nourrice. Enfin, subitement, j'ai plus le terme en français. La nourrice. Enfin, c'est celle qui s'occupe des enfants en fait. Mm-hmm. C'est un peu comme la babysitter. Oui, voilà. la babysitter. Okay. Mais un peu plus chic. Oui, elle s'en occupe toute la journée, c'est ça. Et après, c'est plutôt une série comique alors? Oui, c'est comique. D'accord, il n'y a pas de drame. Il y a un peu de drama, mais drôle drama, parce qu'il y a aussi un peu de l'amour entre la nanny ou babysitter et aussi le Maxwell Sheffield. Mais ça y est, mais maintenant, oui. Oui. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Mm-hmm. Oui, je vois la série, bien sûr. Super. Ça y est. Et alors, évidemment, malheureusement, j'ai perdu le titre. En français, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas grave, on trouvera et on le mettra sur le podcast. Oui, je vois. Elle est. Alors, c'est vrai que c'est une vieille série des années 90. Mm-hmm. Alors, c'est quoi qui te plaît dedans, vraiment? C'est parce que les costumes aussi sont très particuliers. Oui, les costumes sont très cool. Oui, mais je pense que c'est les différences entre tous les caractères, parce qu'il y a aussi un butler. C'est ça. Oui, et Niles, et il y a aussi une femme qui est la partenaire de Maxwell Business. Et elle a un peu, comment se dire, elle est aussi dans un amour avec Maxwell. Il y a un peu de concurrence. Entre les deux? Oui, entre les deux. Parce que, évidemment, j'imagine que ce que tout le monde attend au fur et à mesure des saisons, c'est que la nanny sorte tombe amoureuse, et que lui tombe amoureuse d'elle, qu'il y ait une histoire d'amour entre deux. Oui. C'est ça qu'on espère. Et donc il y a la concurrence de l'autre. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît aussi, parce que en fait, nous on appelle ça en français une sitcom, une situation comedy, sitcom. Et il y en a d'autres que tu aimes beaucoup comme ça, ou celle-là vraiment, pourquoi tu préfères celle-là en fait? Je ne sais pas, j'ai aussi pensé à quelque chose où tu ne peux réfléchir beaucoup, c'est seulement voir un bon temps, et c'est drôle, mais c'est... Ça te distrait? Oui, ça distrait, oui. Ça te fait du bien? Après un long jour ou quelque chose, oui. Ou après les cours de français? Oui, bien sûr. Tu n'en peux plus. Et parce que je crois que cette série a duré quand même très très longtemps, non? Tu sais combien de saisons? Il y a beaucoup d'épisodes, mais j'aime aussi qu'il y a une longue histoire, parce qu'il y a toujours de nouveaux aspects. Oui. Et est-ce que tu penses qu'il y a aussi quelque chose d'un peu social dans cette série? Parce que si je me souviens bien, je n'ai vu que quelques épisodes de cette série. Je n'en ai pas vu beaucoup, mais elle vient d'un milieu, comme tu as dit, c'est ça, elle est plus modeste en fait. Et en fait, c'est elle qui éduque un peu, c'est ça le principe, elle éduque le riche. Oui, aussi il y a un bon exemple avec la mère de la babysitter, parce qu'elle reste toujours dans la maison parce que c'est grande et très luxueuse, et tu peux voir tout le temps qu'il aime la luxuité, et c'est aussi la raison pourquoi la mère veut que Maxwell et Fran faire les mariages. Bien sûr. Ouais. Elle, ça l'intéresserait beaucoup. Oui. C'est la maman de Fran, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Et oui, tu disais le butler, c'est le majordome. En français, on dit le majordome. Lui aussi, je crois qu'il est très caustique, il est très drôle. Qu'est-ce qu'un majordome, c'est le butler. Ah, le butler, ok. Ça. Lui, c'est un personnage important aussi. Il est tout le temps là. Elle est la meilleure amie de Fran, et il veut aussi supporter ou encourager la relation entre les deux. D'accord. Et dans le même temps, il a aussi le meilleur ami de Maxwell, et pour ça, il toujours dit quelque chose pour lui, pour convaincre peut-être aussi
pour faire le mariage. D'accord. Tout le monde essaye de convaincre qu'il faut qu'il y ait un mariage, en fait. Oui. C'est normal. Et je me souviens, il n'y a pas des enfants aussi? Non. Il y a 3 enfants, oui. Parce que c'est les enfants de qui? Elle a des enfants? C'est les enfants de Maxwell. De Maxwell, d'accord. Mais il aime Fran beaucoup. Bien sûr. Oui, elle est dans la réalité. C'est ça le principe. Alors que les autres sont riches, ils sont un peu dans leur univers. Et les enfants, ils ont un rôle aussi important au fur et à mesure où c'est toujours secondaire. Parce que Maxwell pense que c'est très important que les enfants pensent aussi sur la relation entre les deux. Et pour ça, c'est très bon que les enfants aiment les nannies. Et oui, ça pour fait réaliser, pour comprendre un peu ce qu'est la réalité. Je crois, les fans vont m'en vouloir, mais je crois que c'est une nounou pas comme les autres, le titre en français. Je crois que c'est ça, voilà, une nounou, nanny, nounou. Ah, ok. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr à 100%, mais on verra. Je crois que c'est ça. Et tu m'as dit, cette série-là, tu l'as regardée quand? Il y a 10 ans, c'est ça? Oui, j'ai voir la première fois avant 10 ans, mais j'ai aussi voir la série toujours maintenant, oui. Ok. Et la première fois que tu l'as vue, tu as fait... Puisque maintenant, comme on peut le voir sur Netflix ou Amazon, on a tous les épisodes. Parce que moi, je suis plus vieux que toi. Nous, à l'époque, quand ça passait à la télévision, on avait le droit à un épisode par jour. Oui. C'était tout. Et si un jour on n'était pas là, on ratait l'épisode, c'était fini. Toi, tu as vu tous les épisodes en une seule fois? Oui. Bon, c'est une sacrée performance. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Who would have guessed that the girl we described was just exactly what the doctor prescribed? Now the father finds her beguiling. Watch out, CC. And the kids are actually smiling. She's the lady in red when everybody else is wearing tan. Bonjour Brian. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens? Oui, donc je suis Brian, je viens de Glasgow, en Écosse. Mais j'habite à Bruxelles. D'accord. Voilà. Et je suis allé à l'école pendant 3 mois pour m'améliorer en français. Voilà, c'est tout. Tu es arrivé à Montpellier depuis 3 mois? Oui, je suis venu le 11 janvier. J'ai commencé ici le 12 janvier et je vais finir à la fin de mars, 28 mars. D'accord. Comme ça. Mais si tu es à Bruxelles, tu parlais déjà un petit peu français avant? Oui, un peu, oui, c'est ça, un peu. Tu parles très bien. Oui, mais j'ai travaillé dans une bulle anglaise. En effet, j'ai travaillé pour une société américaine. Tout le monde a parlé anglais. Et donc, c'était assez difficile à bavarder en français parce que même Bruxelles, c'est une ville très cosmopolitaine. Hein? Donc, tout le monde, si tu fais la moindre erreur, on répond en anglais. Donc, voilà. D'accord. Okay. C'est pas une critique, j'aime bien Bruxelles. Moi aussi, j'aime beaucoup Bruxelles. Oui, tout à fait. Et donc, tu es venu nous parler aujourd'hui d'une œuvre culturelle qui te tient à cœur particulièrement. Oui, tout à fait. En fait, j'ai découvert la série 10%. Je l'ai découverte dans une médiathèque Bruxelles. Là, parce qu'à cette époque-là, j'ai cherché des séries ou des films avec le sous-titrage pour les sourds et malentendants. Donc, j'ai triché un peu pour améliorer mon français. C'est une méthode, c'est pas tricher. C'est une méthode, voilà. Donc, au début, je n'étais pas très au courant de la série. Mais j'ai dit, ok, on va essayer. C'est un DVD. Donc, voilà, je l'ai pris. Et voilà, j'ai tombé un peu amoureux de la série. Je l'ai trouvé très sympa. J'ai trouvé les personnages très attachant, c'est très sympa. Et aussi cette idée d'entrer dans les coulisses
de ce qui se passe dans ce métier-là. Oui, parce tout le monde ne connaît pas la série, donc c'est une série. Désolé. C'est une série française. Oui, c'est une série, oui. Tu peux expliquer un petit peu l'enjeu de. Oui, désolé, c'est vrai. Non. Donc c'est une série française, voilà, qui se situe dans une agence des acteurs, des comédiens, notamment probablement les vedettes de l'industrie française. La série suit les vies intimes et professionnelles des gens là-dedans. Et il y a 4 principaux qui sont là. La série commence avec la mort du propriétaire de l'agence. Et cela suit les va-et-vient, les débats autour de l'avenir de l'agence. Et voilà, il y a à peu près 4 principaux. Probablement, cela a émergé vers 8 principaux des personnages là-dedans. Et cela a montré leur vie intime, leur vie professionnelle, mais aussi il y avait l'arrivée des vedettes et comment gérer les vedettes avec qui ils travaillent et leurs caprices, leurs actions pour contrôler chaque situation. C'est une série qui mélange le drama et la comédie, d'une façon super forte, je l'ai trouvé. Et donc, oui, et cela, il y avait eu 4 séries, en fait 6 épisodes par série, assez court. Je pense que c'est juste à peu près une trentaine de minutes pour chaque épisode, mais avec des vedettes qui étaient assez bien connues en France. Oui, à chaque épisode, il y avait une vedette ou peut-être 2 vedettes. Et dans chaque épisode, il y a un élément d'autodérision. Oui, parce qu'on peut préciser, ce sont des gens qui jouent leur propre rôle. Voilà, c'est des vedettes qui jouent ceux qui sont dans la vie. C'est vrai. Donc oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et on trouve, mais à la fois, il y a l'élément comédique, là où il y a plein d'autodérision avec les vedettes là. Et ça, je trouve vraiment génial. Et est-ce que c'était la première fois que tu regardais une série française ou tu connaissais d'autres choses avant Probablement, parce que oui, c'est une bonne question, parce que je réfléchis dans le même genre. Il y avait une série d'Éric Judor qui s'appelle Platane, qui était aussi de genre de autodérision, mais c'était basé autour de lui. Donc, mais avec des vedettes aussi là-dedans. Et je pense que ça, c'était avant 10%. Mais 10% était bien vraiment une pièce d'ensemble, je dirais, où on est devenu très attaché aux personnages dans la série. Et c'est aussi, Platane, c'est plutôt comique. Mais 10%, c'est une série qui mélange. Qui mélange les deux, oui. Voilà. Il y avait, je ne sais pas si tu connais ça, il y avait une série de Ricky Gervais qui s'appelle Extras. Oui. Où il y avait ce principe aussi. C'était sur des acteurs de figuration. Il y a une série anglaise, oui, c'est ça, je le connais. J'ai trouvé Extra, c'était bon, mais pas. Il y a des éléments un peu trop cruels, un peu trop froids. Tout le monde a leur propre avis sur ça. Donc oui, c'est peut-être un peu dans le même domaine, là, mais je pense Extra, c'était une série sur des caractères les deuxièmes personnages, on dit ça, les deuxièmes personnages, il n'y avait pas trop de vedettes là-dedans, donc il y avait un peu de différence, j'ai trouvé, et j'aime bien la comédie de Ricky Gervais, mais quelquefois il est un peu trop à point, un peu plus cruel, je trouve. Oui, 10% a un fond plus généreux, on va dire, peut-être. Voilà, envers les personnes, c'est ça. Donc moi, j'ai trouvé en 10%, j'ai trouvé un bon mélange des aspects dramatiques et la comédie. Et donc, j'ai trouvé ça. Et cela, à mon avis, c'est très difficile à gérer ça. L'équilibre. L'équilibre entre les deux, n'importe dans un film, dans une série, très difficile. Il y a beaucoup de tentatives de ça, mais à mon avis, ça ne marche pas. C'est très difficile d'avoir cette mutualité, quoi, de façon de jouer la pièce. Et donc, c'est pourquoi j'ai trouvé 10% très, très intéressant et aussi très super, absolument génial. Et est-ce que tu penses que c'est réaliste par rapport à son sujet, que ça se passe comme ça dans une agence Évidemment, c'est romancé. Oui, mais on peut voir un élément. Je les trouve assez crédibles.
Parce qu'on présume que tous les grands vedettes, ils ont des caprices. Et si tu es une vedette depuis une vingtaine d'années, sans doute, tout ce que tu veux, ça va être mis en place pour toi, je présume. Hein. Donc, non, j'ai trouvé assez réaliste. J'ai lu quelque part que c'était basé sur un vrai agent qui est producteur de la série. Producteur de la télé qui a contribué il a contribué des idées et des anecdotes, quoi. Donc oui, je le trouvais assez réaliste, mais évidemment, je sais pas. Non, c'est pas un divertissement. C'est pas un documentaire, bien sûr. C'est pas un documentaire. Et comme pour toi, ça a participé aussi à la découverte de la culture française. Exactement. Est-ce que tu penses que, par exemple, ça peut passer dans d'autres cultures, c'est facile à assimiler? Est-ce que si la série était diffusée, je ne sais pas, en Écosse, par exemple, tu penses qu'elle pourrait... le type d'humour, la manière de raconter, c'est une ça te semble international ou... Oui, en fait, mes proches l'ont regardé en Angleterre. Ils ont trouvé super. Même si on ne connaît pas vraiment tous les vedettes, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas assez très bien connus en Angleterre peut-être. Mais non, ils ont aimé, hein, parce que je pense que l'humeur, ça passe les frontières généralement. Et cette idée d'autodérision, c'est aujourd'hui, dans un monde plutôt cynique où on habite, on trouve ça assez drôle. Non, je pense que ça peut marcher. Je ne suis pas un grand fan de faire des versions américaines. Oui. Ou des versions suédoises, je ne sais pas. Je trouve qu'il faut regarder l'original, même si c'est sous-titré en suédois ou en anglais. Parce que c'est l'essence, c'est là. Je suis d'accord. D'ailleurs, il était question que 10% deviennent une série américaine. Oui. Je ne sais pas où ça en est, mais je pense que... J'ai l'impression que ça a échoué, probablement. Ouais, je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Non, et il faut... aussi, c'est une porte, c'est une fenêtre qui ouvre sur la culture française. Donc ça, c'est très important de comprendre la culture française. Par exemple, comme étranger, je ne savais pas que Nathalie Baye était la mère de Laura Smith. Je ne savais pas que Nathalie Baye, évidemment, a eu une liaison avec Johnny Hallyday. Voilà. Bon. Évidemment, ça c'est très évident pour les Français, mais pour moi... Non, mais déjà, ça veut dire que tu connaissais Laura Smith quand même? Oui, je l'ai connue, oui. Déjà, bonne actrice, mais Nathalie Baye, j'adore. Je l'ai déjà découvert dans les années 80, dans La Balance, un film à La Balance. Et là, c'était super. Je ne comprends pas du tout la réussite de Johnny Hallyday, mais là, c'est une autre question. Mais voilà, parce qu'il est moitié belge, il est né en Belgique. Donc, voilà. Donc, non, c'était ça, des trucs comme ça. Et j'ai adoré Jean Dujardin, et l'épisode avec le manteau et tout ça. Je pense qu'il est un acteur comique super. Je l'aime bien. Et Julien Doré aussi. Il était super dans ça. Oui. Et tout le reste, ils ont bien joué les jeux dans la série. Oui. Non. Et alors, dernière question peut-être. Oui. C'est génial de découvrir une série française et de partager ça. Oui. Mais est-ce que tu pourrais nous faire découvrir quelque chose, une série écossaise qu'on ne connaîtrait pas ici des séries... Ou un film, peut-être Il faut dire, j'ai vu un film récemment qui m'a touché beaucoup. C'est un film sur le syndrome de Tourette. Quelqu'un qui dit des gros mots. I swear. Voilà. Et c'est super. Je vais le découvrir dans 15 jours dans un festival. Il faut vraiment. Je l'ai regardé à Noël avec mon ami, ma famille. Moi, c'est super. Ouais. C'est très émouvant. Il y a des éléments de comédie. C'est très fort. C'est basé sur une vraie histoire. Et là, je l'ai trouvé très honnête, très vrai. Sur quelqu'un qui a donc le syndrome de la Tourette, c'est voilà. À cette époque-là, personne n'a compris ça. Ouais. Tout le monde a pensé, non, il faut le mettre en prison, dans une cellule, et tout ça. Elle a été vraiment traité comme un homme très difficile, mais il a surmonté ça. Et c'est vraiment... Je trouve le casting très fort, tout le monde était crédible, etc. Et l'histoire est très touchante.
Je sais bien, il y a des films comme ça qui est un peu, c'est feel good, mais non, c'était bon. Donc je conseille vivement ce film, ça. C'est très bien parce qu'en plus, le film va sortir, il n'est pas encore sorti en France, oui. mais il va sortir. Et le jour où on publiera le podcast, il sera peut-être à l'affiche ou il va arriver très bientôt à l'affiche. Il faut regarder. Et cela a déjà gagné des prix, je pense. Ouais. Et c'est très fort. C'est très fort. Et c'est un mec à Édimbourg. Donc voilà. Je suis de Glasgow, c'est pas sa faute, il est bien. Ok, on accepte. Mais bon, non, mais oui, je conseille aux auditeurs vivement de regarder ça. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était un plaisir. Merci. Hey! Shh, John, come on. It's sort of like an impulse in my brain that makes me do things or say things that I shouldn't. It's called Tourette syndrome. Come on in, love. I'm Dottie. You're gonna die of cancer. Sorry. Hey. Sorry, everyone. You don't need to apologise. Was that it? Of course it was. That was just me being stupid. Je suis Beda et je viens de l'Espagne. D'accord. J'ai commencé à étudier le français il y a 5 années parce que j'adore tout ce qui appartient à la culture française. Ah, on a de la chance. Donc, j'ai devenu presque moitié française parce qu'à la fin, je me suis mariée avec une Française. Ah, il a de la chance. J'espère que tu as de la chance aussi. Alors, justement, de quelle œuvre tu vas nous parler alors ? Moi, je suis au courant, mais il faut que tu le dises aux auditeurs. Tu vas nous parler de quoi alors ? Je suis tombée amoureuse de première voix que je l'ai regardé du film de Cyrano de Bergerac. D'accord. Cette version avec Edmond, le livre écrit, le roman écrit par Edmond Rostand. Mais il y a une version je ne me souviens pas le nom de... parce que toi, là où tu l'as vu, en fait, tu n'avais pas lu le livre, voilà, tu l'as vu au cinéma, donc c'est le film de Rappeneau. De Rappeneau, c'est ça que j'aime beaucoup. Avec Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, que je ne me souvenais pas. Voilà. Gérard Depardieu a fait les rôles de sa vie. C'est possible. Le rôle de sa vie, parce que lui est comme ça, et en plus, lui est... Qu'est-ce que tu veux dire, il est comme ça ? Tu penses qu'il est comme Cyrano ? Oui, un peu rebelle, un peu toujours en contre de rôle. Plein d'énergie. Peut-être avec un peu de rage. Oui. Mais en même temps, je pense que lui est tendre à l'intérieur. D'accord. Alors, on va revenir d'abord au début. La première fois que tu as vu le film, c'était où ? C'était en Espagne ? C'était en Espagne. D'accord. J'avais 16 ans. Ok. J'ai tombé amoureux absolument de tout. Je ne savais... Tout de suite. Je ne savais pas à quoi j'étais plus amoureux. J'étais plus amoureux. À l'histoire d'amour, à la rébellion qu'il montre, parce que c'est un cri de rébellion contre tous les guerres sociaux à l'époque du 7e siècle, mais maintenant sont encore en vogue. Bien sûr. Il y a beaucoup de questionnements sur les relations hommes-femmes, qui découlent de l'amour, mais aussi de la société, des règles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et alors, j'ai quand même une question, parce que quand tu vois le film en Espagne, tu le vois en français avec des sous-titres en espagnol, ou c'était doublé en espagnol ? Au début, j'ai vu le film doublé en espagnol. Qui est réussi une merveille. C'est un joyeux. La traduction qui n'est pas facile à faire. Parce que incroyablement bon fait.
Et après, je l'ai écouté en français, et je l'ai lu en français aussi. Et je peux te dire que la traduction, c'est une vraie merveille. Une merveille, comme tu as dit, c'est exact. Parce que effectivement, le texte d'origine de Edmond Rostand, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, ce sont des vers. Donc ce sont des alexandrins, si je crois bien. Voilà. Donc il y a effectivement toute une métrique. Le plaisir du film, c'est ça aussi, c'est d'entendre un français qui évidemment qu'on ne parle pas tous les jours, mais qui est très beau parce qu'il y a une richesse du vocabulaire, du placement des mots, de la sonorité, voilà. De la beauté des mots, de l'ingénie, de les faire, mais aussi le film a une photographie incroyable, une bande sonore. Bien sûr, et la musique, oui. Oh, incroyable. Tous les personnages sont très très bien habillés, et la décoration aussi. C'est envahi, et tu peux te mettre dedans le XVIIe siècle, et tu peux sentir exactement ce que sentait Cyrano, ce que sentait Roxane. Bien sûr. Ce que sentait le comte de Guiche. Oui. Même les pâtissiers qui faisaient les pains. Oui. C'est vrai qu'il y a une très belle reconstitution de l'époque. Oui. Moi, je me souviens, je l'ai vu au cinéma. C'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. C'est vrai que subitement, c'est un spectacle total. Un spectacle total. Voilà. Ce qui est un peu le cinéma, souvent, des fois. Pour dire à la fin, pour faire un hymne de la beauté des mots. C'est ça que tu trouves que je trouve le plus émotif. Émouvant. Ce qui t'a touché le plus, ouais. Si, ce qui m'a touché le plus. L'amour pour l'esprit, l'amour pour l'intelligence, l'amour pour l'honnêteté. Et oui, parce que il y a un problème d'honnêteté à un moment, effectivement, puisque Cyrano prête ses mots à, alors je sais plus comment s'appelle le jeune capitaine là. Christian. Voilà, Christian. Il lui donne les mots pour séduire Roxane, mais Cyrano est amoureux de Roxane. Pourrait paraître une contradiction, mais n'est-ce pas, parce que lui a fait une promesse d'honneur. Une promesse de générosité. Donc, pour continuer à être fidèle à ses promesses, lui a fait tout ça. Tu penses que tu peux aimer si tellement que tu peux donner ta parole à une autre, avec le fin à la fin, réussir à dire à ton amour, c'est que tu es dedans. La vérité qu'il y a dans ton cœur. Je pense que c'est le fait d'amour le plus étonnant. Bien sûr, le plus merveilleux, le plus ultime. Amour, voilà, le vrai amour, bien sûr. Et j'ai une question, parce que tu étais donc, tu avais 16 ans quand tu as vu la première fois. Oui. Donc après, tu as pu revoir le film. Presque toutes les semaines. Toutes les semaines? Je me les connais par cœur. Ah, bien sûr. Bien sûr, en espagnol, je fais de moi-même, chez moi, je fais tous les rôles. Bien sûr. Quelques jours, je suis Roxane, une autre, je suis Cyrano. Ouais, d'accord. J'aime beaucoup le comte de Guiche, parce qu'à la fin, le comte devient une bonne personne. Oui, bien sûr, il se rachète. Je crois. Et est-ce que, parce que tu as vu aussi le film, tu as pu aussi l'écouter en français? Oh oui. Voilà, bien sûr, j'imagine. Voilà. Beaucoup de fois. Et si je ne me trompe pas, au début, Edmond Rostand, parce qu'en fait c'était une pièce, non? C'était une pièce de théâtre, je crois. Oui, voilà. C'était une pièce de théâtre. Est-ce que toi tu as pu voir aussi une pièce de théâtre? Oui, aussi à Madrid. Okay. J'ai vu la pièce de théâtre. Super, ouais. Si. Mais tu es tellement bien fait ces pièces de théâtre que tu peux la lire comme si c'était un roman. Bien sûr. Tu peux la
tu peux la disfruter, tu peux la... Non, tu peux en profiter. Oui, l'utiliser. Si, tu peux en profiter en français, en espagnol. Oui, bien sûr. Comme tu peux l'adapter. Tu peux l'adapter comme tu veux, en fait. Effectivement, bien sûr. En plus, c'est un texte universel. Que lui est devenu, il dit quelque chose que ont devenu les devises de ma vie. D'accord. C'est. Et alors, c'est quoi la devise? Ce sont certaines phrases que, par exemple, il dit à Roxane, non, il écrit une lettre à Roxane. Elle est seule chez elle. Chez elle, oui. Quand elle a lu la lettre, disait comme ça: si les lèvres sont sages, vous lirez mes lettres avec les lèvres. Ça veut dire que l'amour pour les paroles est une des choses les plus importantes pour un esprit, un esprit intelligent, un esprit honnête. D'accord, oui. Si les verbes sont sages, vous liriez ma lettre avec les lèvres. D'accord. Ouais, c'est déjà très très riche, quoi. Et et alors évidemment j'imagine que l'interprétation de Gérard Depardieu, c'est vrai que ça a fait beaucoup pour le succès du film. Oui. En France, ça a été un très très grand succès, ce film. Donc en Espagne aussi, j'imagine. Oui. Ou c'était quelque chose de plus confidentiel. Oh non. Beaucoup de gens l'ont vu. C'est très célèbre en Espagne. Je pense que c'est le rôle de sa vie, parce que malgré toute sa vie dehors là. Oui, tu es un peu au courant de ce qui s'est passé là ces dernières années. Tout à fait. Mais je n'aime pas. L'acteur. S'appelle l'acteur. L'acteur, oui. Comment ça s'appelle? Gérard Depardieu. Je n'aime pas Gérard Depardieu. Oui, pour. Ce que j'aime. Bien sûr. C'est Cyrano. Bien sûr. Donc tout le monde me dit, est-ce que comme tu aimes Cyrano Depardieu, je n'aime pas Depardieu. J'aime Cyrano, son corps, ses mouvements, ses façons d'être agressif, presque agressif, et en même fois tendre. Pour moi, c'est le personnage, les personnes parfaites pour jouer ce rôle. Absolument. De toute façon, ce qu'on aime, c'est on peut aimer Gérard Depardieu, mais pour son travail d'acteur. Ça a été son travail. Il a joué, il joue. Quand il joue Cyrano de Bergerac, on aime ça. Voilà, on aime ce qu'il fait. Oui. On aime comment il bouge, on aime comment il parle, on aime comment il enlève son chapeau, on aime comment il se caresse la moustache, on aime comment il est fort, ce regard, voilà. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un travail d'acteur, un travail d'artiste. C'est exactement ce que j'aime. Après, la vie privée de Gérard Depardieu, ne m'importe pas, ne m'importe pas la vie privée de Picasso. Oui. Je le déteste. Ou de toute façon. Cependant, j'adore son travail. Oui, ou surtout, au début, on ne connaît pas leur vie. On ne vit pas avec eux. Oui. Par contre, maintenant, si on apprend qu'effectivement, sur un plateau de tournage, il a mal agi avec des femmes, il les a insultées, il les a agressées, je pense que tout le monde dira, non, ça, il ne faut pas le faire. C'est une autre chose. De toute façon, comme tu as dit tout à l'heure, le film aussi, il y a des décors, il y a des costumes, il y a de la musique, de la mise en scène, des techniciens. Donc, la photographie, c'est incroyable. Et tout a enveloppé dans les mots, les vers. Pour moi, c'est un vrai capolavoro. Capolavoro, un maître. C'est un maîtresse, une œuvre maître. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Merci. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre du cinéma, comme c'était à l'époque un chef-d'œuvre de la littérature française. C'est une réussite d'être passé de la littérature au cinéma. La mission a été remplie. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'était vraiment très, très émouvant et on sent que c'est effectivement l'œuvre qui te touche le plus. Qui me touchera.
Et encore, oui. Encore, bien sûr. Parce que certains moments, certaines phrases, cet amour pour la vérité, cet amour pour les promesses, pour la loyauté, sera toujours dans mon cœur. Dans ton cœur, et présent, et c'est présent dans cette œuvre, donc c'est une œuvre éternelle. Une œuvre éternelle, oui. Merci beaucoup. Bonjour Cooper. Bonjour. Déjà, tu peux te présenter, tu viens d'où? Oui, je viens des États-Unis. Je suis ici à Montpellier depuis 4 mois, un petit plus. Oui, je suis un voyageur. Je suis ici pour apprendre la langue française parce que pour moi, j'aime voyager, mais le voyage est trop vite. Donc, je préfère aller lentement pour apprendre les choses, pour faire des amis. Comme ça, je profite de mon voyage. Et tu dis que tu es venu pour apprendre le français, mais on entend que tu parles déjà bien français. Tu as appris avant de venir ici un petit peu ou... Seulement un petit peu, parce que j'étais ici pour presque un mois pour voyager. J'étais à Marseille, ici à Montpellier, à Toulouse aussi, pour voir quelle vie je voudrais rester, je voudrais habiter. Mais j'apprends pratiquement rien de le français. Mais avant, quand j'ai voyagé, j'étais en Italie. Et là, j'apprends un petit peu d'italien. Et comme ça, je mélange les choses que j'apprends. Et oui, pratiquement, quand j'arrive, il y a 4 mois, j'ai débuté comme un débutant pour apprendre le français. Oui. Ok, tu as bien appris. Merci. Donc là, on est là pour parler un objet artistique qui te plaît en particulier, qui te tient à cœur, qui est important pour toi. Oui. Et donc, ce que tu proposes, c'est une peinture. Oui, ça c'est une peinture. Je crois que c'est en acrylique. Ça s'appelle A Midsummer's Night Trip, fait de l'artiste qui s'appelle Mir One. Et lui fait Mir One. Mir One, ouais, MEAR One, ouais. Et lui fait les arts les arts psychédéliques, surréalistiques, je crois, pour exprimer les états d'esprit qui sont bizarres, mais qui sont très beaux. Et très personnel, j'ai l'impression. Alors évidemment, tu nous as pas amené la vraie peinture. Tu as une image sur ton téléphone. Image, mais est-ce que tu peux la décrire un petit peu? Oui, c'est ça passait à l'été. C'est la nuit. Il y a un mec qui, je crois, a pris quelque chose, peut-être champignon, peut-être un autre psychédélique, et il voit des formes de les petites personnes, de beaucoup de choses. C'est difficile pour exprimer. Il y a quelqu'un qui est allongé, c'est lui, il est allongé dans l'herbe, ou enfin dans la nature. Hein, oui. Et il a une vision. Oui, exactement. Et alors, tu dis il y a des formes, mais il y a aussi une personne, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre, qui est dans l'espace, dans le ciel, quoi. Ouais, je pense que ça c'est lui. Je crois que ça c'est lui voit soi-même, comme il a ouvert le monde pour voir soi-même comme une autre personne.
Oui, des autres formes d'énergie, des planètes, oui, de la nature, de beaucoup de choses. Et oui, ça j'aime bien les couleurs dans cette peinture et aussi l'idée, parce que je pense pour exprimer les stats, les psychédéliques est très très difficile, presque impossible, mais ça c'est très très proche à la vérité, je pense. Ouais, tu penses que c'est une bonne représentation de ce que c'est quand on est dans un état modifié par les drogues ou par quoi que ce soit, mais psychédélique, quoi. Ok. Oui. Comment tu as découvert ce tableau, toi? Comment tu l'as connu? Je pense peut-être, je me rappelle pas, mais peut-être il y a de réseaux sociaux. Peut-être j'ai cherché les choses parce que j'aime le psychédélique. J'avoue, il y a un autre artiste très connu, s'appelle Alex Gray. Lui fait les choses similaires, mais en style différent. Je pense que quand tu es dans certains espaces, tu vois les artistes qui font les choses similaires. Ouais, ok. Et lui, tu le connaissais pas avant de tomber sur cette œuvre en particulier, ou est-ce que tu connais d'autres, son travail à côté? Oui, mais oui, pour moi, ça c'est la peinture que j'aime le plus. Mais oui, il y a des autres peintures faites de lui qui sont... parce qu'il lui fait beaucoup de peintures aussi de politique et de les stats politiques. Et c'est très intéressant. Les philosophes j'aime bien, mais oui. Mais tu préfères celle-là? Oui, parce que c'est plus personnel. Ok. Et moi, je le connais pas. C'est quelqu'un qui est connu. C'est un peintre qui gagne sa vie. Tu sais si c'est quelqu'un qui fait partie de la culture populaire connue aux États-Unis ou pas du tout? Ou il est plus underground ou C'est un petit. Oui, c'est plus ou moins underground, mais. Je pense que tu vas voir ces choses que tu cherches pour ce type de choses. Oui, c'est difficile, mais plus ou moins c'est underground. Oui. Et tu disais que tu aimes les œuvres psychédéliques. Tu as parlé de peinture, mais est-ce que tu aimes aussi le psychédélisme dans d'autres domaines artistiques, dans la musique, dans la littérature, dans le cinéma, je sais pas? Oui, selon moi, les psychédéliques sont l'inspiration de beaucoup des arts. Plus art on sait, parce que beaucoup de personnes ne parlent pas de la motivation, mais oui, je pense que les psychédéliques c'est quelque chose de très important pour motiver les artistes, en général la musique, oui. Il n'y a pas des artistes qui te viennent, ou une œuvre qui t'a marqué dans un autre domaine que la peinture? Alors, je vais parler il y a un mec qui s'appelle Tipper, T-I-P-P-U-R. Il fait des musiques psychédéliques qui est ce qui est électronique. J'aime la musique électronique, est très détaillée. Il y a beaucoup de détails. D'accord, ok. Et tu peux est très très grand. L'espace de la musique est très grand. Et tu sens que tu bouges quand tu écoutes la musique. Et comme une oui, c'est difficile d'exprimer. Mais c'est bien déjà, ça donne déjà une idée quand même. Okay. Oui. C'est une musique très riche, avec beaucoup de détails, tu dis. Oui. Et beaucoup d'espace aussi. Exactement. Ok. Et c'est une musique plutôt pour danser ou plus de méditation ou pour s'investir dedans?
Peut-être plus de pensée, mais les deux. Il y a du rythme quand même. Oui, les deux. Pour moi, je préfère comme ça. Les choses que j'aime danser et les choses qui, quand je danse aussi, je peux penser, c'est un stade de méditation, presque. Oui. Bien, merci pour ces deux découvertes, du coup. Oui, merci pour parler avec moi. Ouais, c'est un plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. Je m'appelle Jonathan. Ok. Tu viens de quel pays ? Je viens de l'Angleterre. De l'Angleterre, très bien. Donc je sais que tu es ici à l'école pour jusqu'au mois d'avril. Oui. Tu viens pour un long séjour avec nous. Tu es arrivé en janvier, je crois. Hein. Oui. Et tu as très gentiment accepté de participer au podcast. Alors, est-ce que tu as un peu réfléchi de quel objet culturel tu vas nous parler ? De quelle œuvre ou... Enfin, je te laisse me le dire. Alors, j'ai choisi de parler sur un film. D'accord. Mais qui est plutôt américain. Ok, très bien. Que l'anglais. Et le film s'appelle An American Pickle. An American Pickle. Oui. Ok, pickle c'est le... Cornichon, on est d'accord. C'est très... Ça a l'air surprenant. Je connais pas ce film. Alors, il date de quelle année ? Tu ne sais plus. Oui, non. Tu sais plus, c'est les années 80, 90 ? Je pense que c'est pendant le 21e siècle. D'accord. Mais oui. Tu sais qui c'est qui a réalisé le film ? Non. Non plus, d'accord. Je pense qu'il date d'après 2020. D'accord. Et est-ce que il y a un acteur qui est connu dedans ? Seth Rogen. Ok, d'accord, oui, je vois un peu cet Il joue acteur. le rôle principal. D'accord. Et c'est plutôt une comédie ? Oui, c'est une comédie. J'imagine avec le titre, on a peut-être une indication. Oui, avec le titre, cornichon veut dire... alors, pickle veut dire cornichon, mais il y a une autre signification en anglais aussi. D'accord. Et c'est pour dire quelque chose qui se passe pas comme prévu. D'accord, ok. Et pas forcément une personne, une situation. Oui, une situation. D'accord. Et alors, An American Pickle, ça serait, on pourrait le traduire par quoi ? Par une situation américaine qui va dégénérer ? Oui, mais aussi, il y a beaucoup dans le film. Il y a une situation qui dégénère. Ok, voilà. Mais c'est à propos des cornichons. D'accord. Alors, oui. Comme ça, le sens s'amplifie. Oui. Ça rentre en résonance, comme on dit. D'accord. Ça a l'air très intriguant. Et toi, tu as vu ce film quand ? C'était il y a longtemps maintenant ? C'est une histoire un peu drôle parce que pendant un vol de longue durée, d'accord. Un long vol, j'ai commencé à regarder le film. Ok. Mais l'avion a atterri avant que j'ai pu le finir. Voir la fin. Donc, peut-être des années après, j'ai pu regarder la fin. La fin, d'accord. Et tu avais très envie de voir la fin, oui. Évidemment. Donc, et ce film, pourquoi est-ce qu'il t'a... Tu peux peut-être nous raconter un peu l'histoire au début, oui. le résumé ? Pour résumer le film, alors au début, il y a un homme qui vient de la Russie et il veut réussir l'American Dream. Oui, le rêve américain. Le rêve américain en Amérique. Bien sûr. Alors aux États-Unis, avec sa femme, mais il réussit à trouver un travail dans une usine de cornichons. Bien sûr. Mais il tombe dans un bain de cornichons. Ok.
Et juste après qu'il est tombé, il ferme l'usine. D'accord. Et il est préservé dans le truc pendant 1 siècle. Ah oui, d'accord. Et après, il ressort parce que quelqu'un lui a trouvé et il doit s'habituer au monde du 21e siècle. D'accord. Et alors, quand il tombe dans la cuve à Cornichon, c'est en fait, ça se passe, c'est très longtemps avant, en fait, c'est ça? Il reste combien de temps dans la cuve? Il reste 1 siècle. Oui, exactement. Ah oui, siècle. Ok. Il y a un petit côté fantastique, un peu. D'accord. Ok. C'est marrant parce qu'on a un film français qui s'appelle Hibernatus, qui est un peu sur le même principe, où quelqu'un, alors là, est conservé dans le froid. Oui. Et se réveille effectivement à une autre époque. Et je crois que dans le film, par contre, les gens ont reconstruit toute la maison autour de lui pour que ça soit encore son époque à lui, pour qu'il ne sente pas la différence. Alors c'est complètement le type. Mais là, lui, il se réveille. Oui. Et personne ne l'aide. Alors il est dans le monde avec toutes ses croyances du 20e siècle. D'accord. Et tout ça du Russie de l'Est. D'accord, oui. Alors, il y a des choses qu'il dit qui ne sont pas vraiment acceptées dans notre société. Bien sûr. Et oui. D'accord. Et voilà, alors évidemment, c'est une comédie. Il y a beaucoup de gags, j'imagine. Et toi, pourquoi est-ce que il te plaît ce film? Pourquoi ça te touche? Est-ce que tu as pu un peu réfléchir là-dessus? Pendant que je l'ai regardé dans l'avion, je l'ai trouvé extrêmement drôle et c'est pourquoi j'ai voulu voir la fin. Mais à la fin, c'était un peu différent que ce que j'ai pensé du film, parce que il y avait un message assez puissant. Bien sûr. Puissant, oui. Et c'est qu'on doit travailler ensemble. Même si on a des grandes différences. Parce que pendant le film, le vieil homme du 20e siècle rencontre son arrière-petit-fils, mais ils ont tellement de différences qu'ils travaillent contre eux-mêmes. D'accord. Alors ils sont opposés. Oui, ils sont opposés. Et à la fin, ils terminent en détruisant les entreprises des autres. D'accord. Toujours des entreprises de cornichons? Oui. Alors, l'homme du 20e siècle a voulu recréer son entreprise de cornichons. D'accord. Mais l'arrière-petit-fils a voulu créer une entreprise en ligne. D'accord. Et à cause des croyances du personne du 20e siècle, il est complètement contre les choses en ligne, et la personne qui crée les choses en ligne est complètement contre l'entreprise des cornichons parce qu'il l'a créé sans des réglementations. Donc ces cornichons sont en vérité assez dangereuses pour la santé. D'accord. Oui. Il y a toute une réflexion sur l'évolution de nos sociétés, les usines classiques, enfin le commerce classique peut-être qui était fait par les humains, et que maintenant il y a beaucoup de choses qui sont, disons, dérégularisées, qui sont... Et alors, à la fin, il découvre que il y aurait été mieux s'ils avaient travaillé ensemble depuis le début, et ils décident de le faire. Ok. Après. Au moins, c'est la belle morale de l'histoire. Il y a toujours généralement une morale dans les bons films comiques. Il y a au moins toujours une morale. C'est comme une fable un petit peu, quoi. D'accord. Et parce que là, il y a tu parles surtout qu'il y a donc ce personnage de Seth Rogen et son arrière-petit-fils. Oui. Il y a d'autres personnages aussi où c'est vraiment tout le long du film, c'est que eux deux. Ils sont Seth Rogen joue l'homme du 20e siècle et l'arrière-petit-fils. D'accord. Mais il y a aussi des autres personnages, mais ils sont plutôt ils font
partie de la société. Par exemple, il y a un procès contre Seth Rogen à cause de quelque chose qu'il a dit. D'accord. Et alors il y a le juge et mais je veux dire, il n'y a pas d'autres histoires, il n'y a pas d'histoire, par exemple, il n'y a pas d'histoire d'amour, ils n'ont pas voulu traiter ça ou, au début, il y a une histoire d'amour entre la personne de la Russie et parce qu'il a trouvé une femme. D'accord, voilà, oui, il s'est marié avec elle et ils ont déménagé tous les deux aux États-Unis. Mais à cause du fait qu'il est tombé, elle est morte avant qu'il ait réapparu. Oui. Après, quand il revient, c'est tout son passé n'existe plus, en fait. Oui. Voilà, alors, il était très triste quand il a visité où elle est morte. Oui, bien sûr. Et il a trouvé qu'ils ont construit des pubs partout et la cimetière n'a pas la même signification qu'il y a 100 ans. Qu'il y a 100 ans avant, d'accord. Et il était fâché contre Je comprends. la société. Et un de ses premiers buts était de détruire la publicité, sur l'ancien cimetière. Oui. Oui, bien sûr. Il veut retrouver son passé. Et c'est une des scènes les plus drôles à la fin, au début du film. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Jonathan, parce que je pense que c'est une très bonne suggestion. Ça me donne envie de regarder An American Pickle. Merci parce beaucoup. Que ça a l'air vraiment très étonnant. Ça a l'air d'être quand même un film qui... c'est très différent qu'aux autres films que j'ai. Oui, voilà, ça n'a pas l'air d'être une comédie totalement classique. Non. Surtout venant des États-Unis, il y a l'air d'y avoir quand même des choses en plus. Il n'y a pas vraiment un grand... il ne met pas la lumière très sur l'amour. Oui. C'est plutôt sur... Ou disons les gags classiques sur les relations. Là, il y a une espèce de fond. Encore une fois, c'est peut-être le thème un peu fantastique. Cette personne d'un autre siècle qui se retrouve dans un autre siècle, encore une fois, et surtout avec ces problèmes de cornichons qui en plus donnent une petite touche surréaliste. Bah, merci beaucoup, Jonathan. Je pense qu'on va tous regarder An American Pickle. Merci beaucoup. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. L'étagère. Un podcast de Yann Jouvert et Christophe Bauer. Réalisation Yann Jouvert. La musique du générique est signée Off. Avec des extraits de All Over the World des Pixies, du générique du Nounou d'Enfer The Nanny, la bande originale de Cyrano de Bergerac, la bande-annonce du film I Swear Plus Fort Que Moi en français, le morceau The Re-Up de Tipper et bien sûr The Pickles de Dino Ferrer. Merci à Mariella, Brian, Beda, Cooper, Jonathan et à l'Alliance Française pour son accueil, avec toutes nos excuses à Camille. Retrouvez tous les épisodes de l'étagère sur vos plateformes habituelles. Vos commentaires, critiques et encouragements sont les bienvenus sur les Facebook et Instagram, l'étagère podcast.